Abonnez-vous maintenant car cette histoire va vous choquer. Que feriez-vous si l'empereur des investissements monégasques vous offrait 50 000 d'euros pour classer une enquête alors que vous êtes l'avocate fiscaliste chargée de vérifier ses comptes et que votre conscience professionnelle ne vous laisse aucune échappatoire? Dans cette histoire, vous allez découvrir premièrement comment un homme qui contrôle des fortunes à Monte-Carlo cache un passé que personne n'imagine. Deuxièmement, pourquoi l'enquête qui semblait purement financière devient dangereusement personnelle. Et troisièmement, le secret qui transforme la chasse au scandale en un amour interdit qui change tout. Restez jusqu'à la fin car le twist final va vous laisser sans voix. Mais elle ne savait pas que sa vie allait basculer. Élise Marchand, 34 ans, est une avocate fiscaliste brillante du cabinet Bardin & Associés à Paris. Sa réputation repose sur une carrière immaculée, audit méticuleux, refus des compromis, une devise qu'elle garde tatouée dans sa tête, la loi avant tout. À 34 ans, elle n'a pas d'enfant, vit dans un appartement haussmannien face au tilleul du 16e arrondissement et possède une garde-robe où chaque tailleur raconte une victoire en cours. Elle est appelée à Monaco pour une mission exceptionnelle, vérifier les comptes d'un conglomérat d'investissement devenu l'alpha et l'oméga de la principauté. Lui, Alexandre Valmont, 48 ans, est surnommé l'empereur des investissements monégasques. Sa fortune exacte, officiellement 4,7 milliards d'euros. Son empire, le groupe Valmont, contrôle des fonds d'investissement, des résidences de prestige à Port-Hercule, des participations dans un hôtel de la place du Casino et une série de start-up parisiennes. Son nom se murmure dans les salons feutrés du Sporting Club et autour des tables du Yacht Club de Monaco. Il a l'allure d'un homme qui n'a jamais douté, costume Tom Ford, montre Patek Philippe, regard de quelqu'un qui calcule une marge avant même de sourire. Le contexte d'enquête est simple en apparence, une inspection demandée par un consortium d'investisseurs européens, inquiets de transferts suspects entre des filiales monégasques et des trusts offshore. Élise est la plus compétente pour traquer les flux, lire les transactions cryptées et demander les justificatifs que personne ne veut produire. Mais la tension naît d'une évidence sociale et morale, elle est française, intègre et ne peut être achetée, du moins c'est ce qu'elle croit. Si vous aimez ces histoires de pouvoir, likez cette vidéo. Imaginez la scène Monte-Carlo au petit matin, le soleil caresse la mer et derrière les façades en pierre, des comptes qui saignent. Ce qu'il allait découvrir allait tout changer. Élise arrive au bureau monégasque du groupe Valmont. L'accueil est cérémonieux, réception en marbre, une secrétaire habillée en noir impeccable, une coupe de champagne offerte par courtoisie. Elle présente ses papiers, on lui montre un bureau vitré avec vue sur le port, où les yachts pareils à des palais dérivent doucement. Le premier face-à-face avec Alexandre se passe dans le bureau principal au dernier étage. Il apparaît comme une commande, discret mais autoritaire. Sa voix est basse, française avec juste ce qu'il faut d'accent monégasque pour intriguer. Leur première conversation est un duel délicat. Elle lui tend ses demandes, il répond par des sourires et des promesses de transparence. Alexandra n'est pas dupe, il manœuvre, offre des documents, oriente les réponses. Entre eux, une chimie inattendue s'installe, pas la folie des romans, mais une tension électrique, la façon dont il ajuste sa cravate, le tremblement imperceptible de ses mains, quand il cite un nom de banque, le parfum de cuir et d'agrumes qui flotte autour de lui. Élise ressent une chaleur dans la gorge, pas seulement professionnelle. Elle sent la friction entre son code déontologique et cette présence magnétique qui défie sa résolution. La culture d'affaires française et monégasque pèse les gestes, les cartes de visite échangées à la française, la retenue lors des dîners d'affaires, le vous qui se glisse ou s'efface selon l'intimité. Pour Élise, chaque document non fourni ressemble à un affront professionnel, mais aussi à une menace pour sa réputation. Si elle se trompe, sa carrière s'effondrera. Pour Alexandre, l'enquête menace son empire et son image publique, bâtie sur des mariages d'intérêts et des alliances stratégiques avec des familles ancrées à Monaco depuis des générations. À cet instant précis, il lui propose un déjeuner privé au Café de Paris pour clarifier certains points. Imaginez-vous à sa place, accepteriez-vous un tête-à-tête risqué? Commentez votre PDG français préféré. Ou qu'anticipation, ce qu'elle va découvrir va changer sa vie quand elle réalise que le déjeuner n'est pas un simple repas. Dans une alcôve bordée de miroirs, entre une limande parfumée et un café amer, Alexandre se met à parler d'autre chose, pas de compte, pas d'actifs, mais de blessures. Il confie une part de son histoire, une mère qui a fui la misère, un frère disparu, un pacte silencieux scellé dans les cuisines d'une maison de bord de mer. Ce moment de vulnérabilité est surprenant, Élise, formée pour rester distante, sent ses défenses fléchir. Il parle de rêves interrompus, de peur de perdre ce qu'il a construit. Elle en face parle de règles, d'un serment à la loi. Cette proximité crée une attraction qu'ils ne peuvent ignorer, un toucher sur la main pour une carte de visite,
la chaleur d'un regard qui dure un peu plus que nécessaire. La crise d'entreprise éclate sur leurs écrans le soir même, un rendement anormal apparaît, des transferts rapides vers un trust panaméen. Ils décident à contre-cœur de collaborer, elle parce que la vérité prime, lui parce qu'il veut protéger ce qui ne doit pas être révélé. La proximité forcée les mène dans des lieux qui exaltent la richesse française, un dîner dans un château de Provence prêté par un ami d'Alexandre, une promenade dans des vignes où le vin est aussi vieux que les scandales potentiels, une soirée sur le yacht où la mer semble avaler leurs hésitations. Une nuit, alors qu'ils inspectent des relevés à la lueur d'une lampe, leurs mains se frôlent. L'instant d'après, tout a basculé quand, dramatique beat, la tension monte, secret du passé, menace anonyme, appel silencieux d'actionnaires. Dans un couloir du château, une confidence s'échange qui révèle une chose impensable, la possibilité qu'une partie des fonds ait servi à régler une dette personnelle, quelque chose qui dépasserait la simple optimisation fiscale. Dites-nous, croyez-vous aux secondes chances? Ce dilemme fait vaciller Élise entre deux mondes, l'immense pouvoir d'Alexandre et sa propre boussole morale. Mais soudain, un secret éclate qui met tout le monde en danger. Lors d'une réunion avec des représentants du consortium, une fuite survient, des extraits de comptes sont rendus publics et un nom familial lié à un réseau de lobbying apparaît. La presse s'empare de l'affaire, les actionnaires paniquent. Alexandre est accusé publiquement d'avoir dissimulé des flux pour financer des opérations inconnues. La tension explose entre lui et Élise, qui en tant qu'avocate, doit décider si elle publie le rapport complet ou protège des vies innocentes, en ramenant la discussion vers des erreurs administratives. Le face-à-face est brutal, elle le confronte dans son bureau surplombant la rade. Il lui crache des vérités, petite trahison, promesses non tenues, alliance romaine. Elle lui répond avec la froideur de la loi, mais la vibration dans sa voix trahit son trouble. Le choix qu'il va faire va vous surprendre car il offre quelque chose d'inattendu, pas de déni absolu, mais une confession partielle qui implique un sacrifice. Il est prêt à vendre une partie de son empire pour couvrir une dette morale, à abandonner des parts pour protéger un secret familial qui n'a rien d'illégal, mais qui pourrait détruire des existences. À cet instant précis, la passion éclate, non pas seulement dans des mots, mais dans un baiser retenu, un rapprochement où la mère en contrebas semble applaudir doucement. Ils cessent d'être simplement avocat et client, ils deviennent deux âmes en collision, conscientes que l'amour pourrait tout réparer ou tout anéantir. Le choix se resserre, le cœur ou l'empire. Résolution finale CTA, 7. Et maintenant, la révélation finale, Alexandre n'est pas seulement un financier impitoyable, il est le dépositaire d'un secret familial, une filière de prêts qui avait sauvé des fermes dans le sud de la France et qui, détournée, a servi à blanchir des fonds pour des causes nobles mais illégales. Quand Élise expose la mécanique des transferts, elle découvre que ceux qu'elle pensait être victimes sont en réalité des sauvetages discrets d'emploi et de tradition. La vérité est plus nuancée que la loi. Elle choisit de rédiger un rapport minutieux, la transparence complète sur les méthodes, mais une recommandation de clémence et de restructuration qui permettrait de préserver des vies. La scène finale se passe sur le port Hercule, au crépuscule. Alexandre organise une conférence de presse. Avec dignité, il annonce qu'il se retire d'une partie de ses fonctions, qu'il créera une fondation pour régulariser les actions et qu'il assumera publiquement ses responsabilités. C'est un sacrifice calculé mais sincère. Devant les flashs, il regarde Élise et, sans un mot, lui tend la main. Elle la prend, publiquement, il choisit l'amour, pas comme une faiblesse, mais comme une force. La cérémonie intime qui suit n'est pas un mariage ostentatoire mais un engagement, un don important à la communauté monégasque, une réforme interne et la promesse d'une vie partagée loin des titres. Ils célèbrent près de l'Eiffel pour garder Marseille et Monaco dans leur cœur, un dîner simple sous les lumières, un baiser discret à la Tour Eiffel. L'amour véritable triomphe, mais pas au détriment de l'honneur professionnel d'Élise. Elle conserve sa carrière, choisit parfois l'administration, parfois la défense, et reste la femme qui défend la loi tout en embrassant l'imprévu. Cette histoire vous a touché? Laissez un cœur rouge si vous croyez à l'amour. Abonnez-vous pour découvrir chaque jour les secrets des PDG français. Activez la cloche car la prochaine histoire va vous stupéfier. Et vous, quelle est votre histoire d'amour impossible? À votre avis, que devrait-elle faire? Quel PDG français vous fascine le plus? Croyez-vous aux secondes chances en amour? Avez-vous vécu une situation similaire? Conclusion, renforcement des thèmes et invitation à l'action. Ce récit n'est pas seulement un conte d'opulence, c'est un examen de la morale au sein des élites, un portrait d'une France où les lois se heurtent aux loyautés familiales et où Monaco devient le théâtre d'une renaissance personnelle. La tension entre pouvoir et vulnérabilité, entre la machine financière et les cœurs humains, est au centre de ce que nous venons de vivre. Imaginez, vous dans ce château, sentant le vin sur vos lèvres, entendant la mer contre la coque du yacht,
patriote et sachant qu'une décision peut tout changer. Nous avons tous été confrontés à ces choix, protéger notre carrière ou suivre notre cœur. Si cette histoire vous a captivé, likez, partagez et surtout commentez, dites-nous ce que vous auriez fait à la place d'Élise. Rappelez-vous, parfois la vérité ne se trouve pas dans les chiffres mais dans les histoires humaines qu'ils cachent. Abonnez-vous maintenant et revenez demain pour une nouvelle histoire où le pouvoir, l'argent et le désir s'entrechoquent dans les plus beaux décors de France.